Un petit instant. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Christophe Groux. En fait, je suis étudiant à l'Université de Montréal, mais auxiliaire de recherche à l'Université TÉLUQ. Et donc, aujourd'hui, effectivement, je vais parler de l'ARM Québec-France. On a travaillé sur un projet de recherche sur l'ARM entre le Québec et la France. On a traité beaucoup de professions, dont les médecins. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les médecins. Donc, après quelques mois de recherche, j'avais assez de résultats pour monter une présentation. Et c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est très descriptif comme étude. On a fait une étude de cas, on a essayé de comprendre les dynamiques en jeu, le rôle des différentes institutions, comment tout ça fonctionnait un peu. Donc, peut-être d'entrée de jeu, les matériaux qu'on a utilisés, on a fait des entrevues avec le CMQ. On a des entrevues également avec des médecins français qui sont venus au Québec pratiquer. On a utilisé beaucoup aussi les travaux du commissaire à l'admission, anciennement appelé commissaire aux plaintes en matière de reconnaissance professionnelle. Et quelques documents publics, entre autres des études du CIQ et les rapports annuels des ordres, évidemment. Donc, voilà les matériaux qu'on a utilisés. Donc, le sommaire de la présentation rapidement. Je vais commencer avec une étude de l'entente des médecins. Donc, effectivement, comme je disais, très descriptif. Ça va être la majeure partie de la présentation. Puis, ensuite, je vais aborder un aspect. Je vais aborder les discours politiques. Donc, on a voulu essayer de comprendre un peu le positionnement du CMQ par rapport à l'entente de l'ARM, entre autres à travers les entrevues qu'on a faites avec eux. Et je vais parler aussi du gouvernement, de la réforme Barrette. En fait, c'est juste un exemple comme ça que j'ai pris parce que ça illustrait bien, en fait, différents paliers décisionnels qui peuvent exister. Par exemple, des décisions qui sont prises à un niveau plus macroscopique au niveau du gouvernement versus des décisions qui sont à un niveau plutôt mésoscopique, par exemple le CMQ. Qui ne vont pas nécessairement dans la même direction et qui a des influences éventuellement sur le bon fonctionnement, entre autres, par exemple, de l'ARM, mais de la reconnaissance professionnelle en général aussi, et même, en fait, de probablement plusieurs phénomènes sociaux en général. Donc, voilà un peu la raison pourquoi je vais parler de la réforme Barrette. C'est seulement un petit exemple comme ça. Et à la fin, idée pour faciliter le fonctionnement de l'ARM à travers notre étude, on a eu des idées. On a eu une idée, en fait, l'idée d'un permis restrictif. Je le présenterai à la fin si j'ai le temps. Au pire, ça sera dans la discussion. Puis, c'est très humblement qu'on présente ça. C'est seulement une suggestion comme ça qu'on a eue à travers nos études. Donc, j'entame tout de suite. J'ai oublié de me partir un timer juste pour pouvoir un peu savoir où je suis dans ma présentation. Donc, ça doit faire à peu près 2 minutes, j'ai commencé. Pas pire. Donc, 3 minutes, c'est ça. Oui. Je vais 3 finir minutes. le temps, je vais vous prévenir quand il restera. OK, parfait. Donc, qu'est-ce qu'une différence substantielle? Je vais passer rapidement sur ces affaires-là parce que, c'est pas tout à fait, disons, le cœur de la recherche de ce qu'on a fait. Donc, rapidement, une différence substantielle, dans le cas de l'ARM entre le Québec et la France, c'est une différence considérable dans la pratique d'une profession. Donc, ça peut être toutes les professions qui sont concernées par l'ARM. Nous, ça a été les médecins. Une différence assez considérable qui, éventuellement, aura un effet sur la protection du public. Donc, en fait, on ne peut pas laisser le candidat français entrer en pratique directement. Il faut qu'il passe par une mesure d'adaptation ou de compensation pour éviter de mettre en danger éventuellement le public, puisque c'est quand même ça, au fond, le rôle des ordres professionnels. Donc, j'ai dit, ça peut porter sur les activités professionnelles, son environnement de travail, le type de formation. Un exemple pour l'environnement de travail, ça serait, par exemple, les outils ou la machinerie utilisée, par exemple, les outils utilisés, par exemple, dans le contexte du travail. Finalement, chose très importante, la différence substantielle une différence substantielle doit être identifiée pour la mise en place de mesures de compensation qui sera traitée dans le prochain point, dans 3-4 diapositives. Donc, ça, ce sont les définitions formelles. Je les ai mis pour les avoir, mais évidemment, je ne les lirai pas, ça serait beaucoup trop long. Donc, j'embarque tout de suite la question des différences substantielles dans l'ARM Québec-France pour la profession des médecins. Donc, en 2015, il y avait eu une vérification particulière qui avait été faite par le commissaire et son équipe. Entre autres choses, la vérification particulière avait révélé que le CMQ n'avait pas identifié ni écrit de différence substantielle dans son texte de l'ARM. Mais pourtant avait mis en place des mesures compensatoires. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un rappel à l'ordre à ce niveau-là, mais de toute façon, il existe effectivement des différences substantielles entre la pratique française et québécoise de la médecine. J'ai listé plusieurs exemples ici, peut-être en nommer un, entre autres, les chirurgiens français ne font pas de pré- ni de post-opération, tandis qu'au Québec, ils sont chargés, je crois, de la post-opération en particulier. Donc, vous voyez qu'en France, au Québec, excusez-moi, les chirurgiens ont un peu plus de responsabilités, mais pour un exemple qui va dans le sens contraire, les anesthésistes, au contraire, en France, font de la préopération et de la post-opération, tandis qu'au Québec, ils font seulement de la préopération.
Une autre différence assez importante, à mon avis, j'en ai deux encore dont je veux parler. Les trois blocs, donc c'est un concept qui existe seulement au Québec. En France, ce n'est pas le cas. Donc, les médecins omnipraticiens, ça concerne les médecins omnipraticiens, sont obligés de faire du travail en hôpital, en CHSLD et du suivi de patients. Ce sont des obligations professionnelles qu'ils ont, tandis qu'en France, un médecin peut facilement passer sa carrière à pratiquer, à faire du suivi de patients uniquement, sans jamais mettre même les pieds dans un hôpital. Donc, un omnipraticien qui arrive de France, qui vient ici pour pratiquer, c'est sûr qu'il y a une adaptation au niveau du travail en hôpital, puisque c'est un autre environnement de travail complètement que celui de suivi de patients. Et bien sûr, ça prend une certaine adaptation. Et finalement, oui, en France aussi, les omnipraticiens développent des spécialités qui peuvent être reconnues formellement par l'équivalent du Collège des médecins en France. Et donc, ça devient vraiment des spécialistes. Et lorsqu'ils arrivent au Québec, ils ne peuvent pas être reconnus comme spécialistes et sont nécessairement des omnipraticiens parce que c'est ça leur formation au fond. Et c'est ça, il y a cette espèce de spécialisation-là qui existe en France qui n'a pas d'équivalent au Québec. Un exemple qu'on avait, c'était un addictologue, donc un spécialiste de l'addictologie en France, quand il est arrivé au Québec, n'a pas pu continuer à pratiquer l'addictologie comme il le faisait parce que c'était un omnipraticien, en fait, dans le système québécois. Voilà pour les différences substantielles. J'en ai nommé quelques-unes. Bien sûr, il n'y en avait pas d'identifiées, mais bon, il y avait des mesures compensatoires. Je vais les présenter rapidement. Deux mesures compensatoires dans le cas de l'ARM. Peut-être que j'aimerais ajouter une chose pendant que j'y suis. Les données qu'on utilise, en fait, la documentation qu'on a utilisée, comme vous pouvez voir, ça date de 2015-2014. On a fait avec ce qu'on avait. Peut-être qu'il y a des choses qui ont changé depuis aussi, donc ça serait en fait très intéressant dans la discussion qui suivra, peut-être de rectifier certaines données qu'on a, parce que c'est ça, ça date un petit peu quand même. Donc voilà. Mais bon, en 2015 au moins, il y avait deux mesures compensatoires dans le cadre de l'ARM. D'une part, un stage d'adaptation de 13 semaines, donc Mme McClellan a parlé tout à l'heure, et également un travail, un permis restrictif. Une fois que le stage est complété, on donne un permis restrictif aux candidats français et la restriction porte sur le lieu de travail. Donc, il est obligé de travailler en établissement, les centres hospitaliers, entre autres les CHSLD, les CLSC, et ce pour une durée de 5 ans. Sauf si, après la première année, il décide de passer l'examen de spécialité du Collège des médecins. Alors, avec un résultat suffisant, il peut être exempté des 4 années qui suivraient normalement. Voilà, j'ai dit, rapidement, un peu plus de détails. Le stage, 1 mois en hôpital, 1 mois de suivi de patient, 1 mois d'urgence. Et tout à l'heure, encore une fois, Mme McClellan a parlé de l'appréciation du stage pour les candidats qui arrivaient de l'étranger. Bien, effectivement, nous aussi, dans les entrevues qu'on a faites avec des médecins français, en général, le stage semblait apprécié parce que ça leur permettait de se familiariser avec le milieu du Québec. Entre autres aussi, la culture de l'écrit, c'est quelque chose qui est ressorti dans les entrevues. Il y a une grosse culture de l'écrit dans le système de santé au Québec. Autre chose, le travail en établissement, encore une fois, j'ai pas mal dit d'informations. Peut-être la justification du travail en établissement, c'est le fait que dans un établissement, il y a une structure de supervision en place de facto, qui s'applique d'ailleurs à tous les médecins qui travaillent dans l'établissement en question. Donc, en envoyant les médecins français, les candidats français travaillant en établissement pendant 5 ans, on les met finalement dans un contexte où ils vont être supervisés, comme tous les autres médecins qui travaillent dans l'établissement. Et donc, éventuellement, au bout de 5 ans de travail sous supervision, on est assuré de sa compétence et donc qu'il peut travailler de façon autonome. Enjeu des mesures compensatoires. Donc, là, on commence un peu plus à rentrer dans le vif du sujet. C'est ça. Les enjeux des mesures compensatoires, on va avoir beaucoup utilisé les travaux du commissaire pour identifier ces enjeux-là. Donc, d'abord, la vérification particulière encore de 2015 montrait que l'évaluation du candidat, donc dans le stage de 13 semaines, portait sur l'ensemble des compétences médicales du candidat, même qu'en fait, le maître de stage devait, à la fin du stage, déterminer si le candidat était équivalent à un résident en fin de résidence québécois, un résident québécois en fin de résidence. Tandis que, je l'ai dit au début, il n'y avait aucune mesure compensatoire, aucune, différence substantielle identifiée. Et les différences substantielles, j'en ai nommé, mais tout de même, jamais elles portaient sur l'ensemble des compétences médicales. Donc, à ce niveau-là, ça a été soulevé par le commissaire à l'admission. Ensuite, mesures de compensation, sont les mêmes pour tous les candidats, même si, en fait, j'ai donné 2 exemples qui allaient un peu dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'en France, plus de responsabilités versus pour une autre spécialité, plus de responsabilités au Québec. Mais pourtant, les mesures de compensatoire sont les mêmes pour tous. Et d'ailleurs, c'est un cas de systématisation, en fait, d'automatisme de prescription qui était un enjeu soulevé déjà par le commissaire en 2017
pour l'ensemble d'ailleurs des ordres et pour l'ensemble des professions et même pas nécessairement dans le cadre de l'ARM. Donc, c'était un enjeu qui avait déjà été soulevé. On voyait une prescription massive des mêmes mesures compensatoires pour tous les candidats, peu importe le pays d'où ils venaient, etc. Donc, voilà. Ensuite, bon, quelques données sur le stage et finalement, sur la réussite du stage ou son échec. Du 25 novembre 2010 au 31 décembre 2013, 117 médecins français ont fait le stage. Sur ces 117 candidats-là, 11 seulement ont échoué. Donc, c'est quand même un haut taux de succès qu'on observe. Toutefois, 80% des échecs sont en médecine de famille. Le commissaire et son équipe avaient suggéré que c'était probablement à raison du bloc en hôpital dans le stage, ce qui est très plausible puisque, bon, j'ai parlé au début du fait qu'en France, les médecins omnipraticiens ne font pas nécessairement de l'hôpital. En fait, ce n'est pas quelque chose de majoritaire, le pratique en hôpital pour les médecins omnipraticiens français. Ensuite, la question de l'accès au stage, très importante. Le CMQ, évidemment, aucun levier pour intervenir à ce niveau-là. Mais l'accès au stage, et c'est un point névralgique pour toutes les professions. Le CIQ l'avait observé en 2019 dans un document public. Et d'ailleurs, le CIQ identifiait la profession de médecin comme une de celles avec les plus grandes pénuries de stages. On suggérait, le commissaire et son équipe suggéraient que ce soit dû au fait qu'il y a eu une augmentation des cohortes de médecins en raison d'une pénurie qui avait été identifiée dans les années précédentes. J'ajoute ici taux d'accès au stage. Bon, c'est une donnée que j'ai construite un peu. En fait, j'ai utilisé les rapports annuels du CMQ, puis j'ai regardé le nombre de demandes acceptées dans le cas de l'ARM. Puis bon, on avait 117 candidats qui ont fait le stage entre ces dates-là. Ben, moi, j'ai utilisé les données du 25 novembre 2010 au 31 mars 2014 parce que c'est là que l'année finissait. Donc, il y a un 3 mois de flou. Peut-être qu'il y a eu énormément d'acceptation dans des stages pendant ce 3 mois-là, mais sinon, ça me donnait environ, en fait, il y a eu 179 demandes acceptées. Donc, on peut penser qu'il y a eu environ 179 médecins qui auraient pu avoir accès au stage, tandis que seulement 117 l'ont eu. Ça nous donne environ 62 candidats qui n'ont pas eu accès au stage, qui représentent environ le tiers. Donc, c'est quand même une quantité relativement considérable. Bon, ensuite, autre enjeu concernant les mesures compensatoires, cette fois concernant le travail en établissement, précisément pour le cas des omnipraticiens, je tiens à le souligner, c'est vraiment les omnipraticiens ici qui est plus intéressant à étudier. Donc, on a un travail. Bon, au Québec, la résidence se fait en établissement et de 5 ans pour les résidents québécois spécialistes, tandis qu'elle est seulement 2 ans pour les omnipraticiens québécois. Pourtant, les médecins français, les candidats français, spécialistes ou omnipraticiens, devront faire 5 ans de résidence, 5 ans pas de résidence, mais 5 ans de travail en établissement. Donc, c'est sûr qu'on peut se questionner sur la longueur du travail en établissement pour les omnipraticiens français. Autre chose, c'est loin d'être la majorité des médecins omnipraticiens, bon, peut-être pas loin, mais ce n'est pas la majorité des médecins omnipraticiens qui travaillent en établissement dans le système de santé au Québec. Encore une fois, j'ai des données, chez les omnipraticiens, mes données datent de 2010-2011, mais vous voyez que, on parle environ de 44 des médecins omnipraticiens qui travaillent en établissement versus chez les spécialistes, 72 donc vraiment une majorité, seulement en hôpital d'ailleurs, donc c'est sans compter les autres établissements, mais vous voyez qu'il y a vraiment une majorité de spécialistes qui travaillent en établissement, tandis que chez les omnipraticiens, c'est un peu moins fréquent. Donc, c'est peut-être pas la meilleure façon de les intégrer au système si ce n'est pas nécessairement le contexte dans lequel ils vont travailler plus tard. Mais bon, voilà, une petite observation comme ça. Ensuite, évidemment, il y a d'autres formes de supervision du travail, entre autres les pairs et les visites du CMQ. Donc, parfait. Je viens de voir, il me reste 5 minutes, donc je vais devoir vraiment accélérer. Autre enjeu, je passe par-dessus ça. Ce sont des enjeux qui ne concernent pas nécessairement en fait, c'est juste que ce n'est pas les plus importantes, mais peut-être juste mentionner le fait que, il n'y a pas nécessairement des bonnes perspectives d'emploi quand la spécialité est saturée. Puis ça, c'est quelque chose, en fait, que le commissaire et son équipe proposaient que ce soit d'emblée le CMQ qui communique cette information-là aux candidats français parce que, eux, ils arrivent dans un système, ils ne savent pas nécessairement comment ça marche. Et c'est sûr que ça peut être décevant de faire les 5 ans ou en fait de faire les démarches et éventuellement de ne pas avoir accès à un emploi. L'avantage de l'ARM pour les Français, rapidement, le stage d'adaptation, je l'ai dit, dure 13 semaines.
En fait, tout à l'heure, Mme McLennan a parlé de 12 semaines, donc peut-être que ça a changé. Voilà, les DHCEU, les diplômés hors Canada et États-Unis, ont également ce stage d'adaptation à faire, mais la différence, c'est que la durée est indéterminée et est fixée selon les lacunes observées. Donc, finalement, le stage est à faire à peu près pour tous les candidats venus de l'étranger, sauf que les Français ont l'avantage de savoir combien de temps ça durera et probablement que c'est plus court que la moyenne qu'on accorde de stage aux autres diplômés hors Canada, hors États-Unis. Ensuite, la question du travail en établissement pour les DHCEU, c'est également de 5 ans, donc c'est la même mesure qui dure 5 ans également pour les DHCEU. L'avantage des candidats français, c'est qu'ils peuvent choisir l'établissement dans lequel ils vont travailler, tandis que les DHCEU, eux, se font attribuer un établissement précis et dans le cas de leur parrainage, justement, dont Mme McLennan parlait tout à l'heure. Donc, voilà, l'avantage finalement dans le cas, pour le travail en établissement chez les Français, c'est le fait de pouvoir choisir leur lieu de travail. Ensuite, bon, la question de la pratique en hôpital avec la réforme Barrette, bon, je ne sais pas combien de temps il me reste exactement, mais j'y vais très rapidement. Voilà, bon, grosso modo, la réforme Barrette avait entre autres pour objectif d'augmenter la disponibilité des médecins omnipraticiens pour le suivi de patients. Évidemment, la réforme Barrette, je pense aujourd'hui, elle est en fait un peu dans le passé. Je pense qu'elle a été un peu abandonnée en cours de route. Peut-être que quelqu'un pourra un peu m'éclairer là-dessus, mais en fait, bon, le but, c'était de rendre plus difficile la création de postes en établissement. C'était un des mécanismes qui a été utilisé pour rediriger un peu le flux de médecins vers les cliniques pour faire du suivi de patients, finalement, parce que c'était l'objectif final de la loi. Et donc, on comprend qu'en rendant plus difficile l'accès pour les omnipraticiens, encore une fois, ça concerne seulement les omnipraticiens, cette diapositive-là, en rendant plus difficile l'accès à un poste en établissement pour les omnipraticiens pour tous les candidats au Québec, que ce soit des Québécois ou des Canadiens ou des Français, évidemment, on comprend que la mesure compensatoire de 5 ans d'établissement pour les candidats français devenait excessivement difficile. J'ai écrit à compléter, mais on pourrait même dire à commencer, en fait, parce que ça devenait presque impossible d'avoir accès à un poste et de créer un poste. C'était presque, la création de postes en établissement était presque inexistante. D'ailleurs, bon, il y a un blog qui s'appelle « Je serai médecin un jour au Canada peut-être », qui se trouve en ligne. C'est un candidat français qui l'a créé. Et en 2015, donc pendant les réformes, il parle de ce phénomène-là dans lequel les candidats français peuvent se retrouver, c'est-à-dire que il faut faire 5 ans d'établissement, mais l'obtention de poste en établissement est pratiquement impossible. Finalement, bon, à travers les entrevues avec le CMQ et avec bon, les vérifications particulières du commissaire à l'admission et de son équipe, on a identifié bon, quelques éléments. Je les présente rapidement. Une des choses qui était sortie de l'entrevue avec le CMQ, c'est qu'il semblait avoir une certaine réticence vis-à-vis de l'ARM. Selon le CMQ, ça n'allait pas nécessairement régler la pénurie de médecins. Et également, on parlait d'une décision qui était imposée par le gouvernement pour son prestige. À l'époque, c'était Charest qui était au pouvoir. Et bon, on parlait un peu de pression politique de la part du gouvernement qui voulait cet ARM-là, donc pour son prestige, pour bon, sa figure à l'international. Autre chose, rapidement, on a noté dans une vérification, en fait, ce n'est pas une vérification, mais c'était plutôt un portrait de l'utilisation des permis qui a été fait par le commissaire et son équipe. Et on montrait qu'il y avait eu un cas d'ailleurs très médiatisé en 2016 d'un médecin qui n'avait pas réussi à répondre aux exigences de la langue française de l'OQLF. Et le CMQ avait finalement dérogé un peu de la loi 101 et avait en quelque sorte donné un permis à ce candidat-là, malgré ses échecs à l'examen de l'OQLF. Bon, quand on s'en est rendu compte, ça a fait un petit scandale. Là, et bon, éventuellement, je pense que le médecin a perdu son permis. Et donc, on voit cette espèce de flexibilité-là du CMQ à certains moments, tandis qu'à d'autres, par exemple, j'ai présenté la question des spécialités des Français omnipraticiens qui arrivent ici et qui ne peuvent pas intégrer le système avec leur spécialité. Là, on sent plutôt un manque de souplesse du CMQ. Bien, ma prochaine diapositive en parlera un peu plus, mais souvent, ce qu'on dit, c'est que les termes de l'entente ne le permettent pas. Oui, pas de problème. Pas de problème. Mais voilà, donc, ben, merci de m'avoir écouté et ben, j'arrête ça ici.